Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Très Bon Point. Bienvenue à Temps d'arrêt. Épisode 133, Jeux paralympiques, encadrement des athlètes et intégration de la performance mentale avec Véronique Boudreau, PhD. Bonjour tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous. Mon intention avec Temps d'arrêt, c'est de déconstruire tout ce qui touche à l'art et la science du coaching. Je m'intéresse à ça parce que ma mission est de créer une expérience sportive positive pour toutes les personnes francophones en maximisant les bienfaits du coaching. Avec Temps d'arrêt, je contribue à cette mission en questionnant le statu quo, en discutant avec des personnes expertes du sport et en partageant les dernières avancées scientifiques. Au quotidien, je contribue également à cette mission comme professeur en kinésiologie à l'Université du Québec en Outaouais, en menant des recherches sur le coaching, le développement du sport et le développement professionnel. Si tu viens de découvrir Temps d'arrêt avec Coach Frank, abonne-toi et évalue le podcast sur ta plateforme préférée. Pour nos fidèles auditeurs et auditrices, suivez-nous sur tous les médias sociaux, @CoachFrankPhD dans un mot, et partagez à vos amis. Donc, soyez un ami en partageant à vos amis. Ça prend 5 secondes et ça va contribuer à ton développement ainsi que celui de ton système sportif. Pour l'épisode d'aujourd'hui, mon invité est Véronique Boudreau, PhD. Véronique est en fait une psychologue clinicienne et consultante en performance mentale certifiée haute performance. Elle est titulaire de la chaire de recherche Aléo, où elle se concentre sur l'accès et l'encadrement psychosocial vers le sport de haut niveau. Ses travaux de recherche portent sur la promotion de la santé mentale des athlètes, notamment à travers l'étude des facteurs de risque et de protection. Convaincue de l'importance d'intégrer tôt les consultants en performance mentale dans le développement des athlètes, elle promeut une culture d'excellence qui conjugue le dépassement de soi et le bien-être. Son expérience récente aux Jeux paralympiques de Paris comme psychologue de la délégation canadienne a renforcé sa vision sur l'équilibre délicat entre performance et santé mentale. Elle contribue actuellement au programme Women in Sport Sciences de Sport Scientists Canada comme mentor œuvrant pour le leadership féminin dans les équipes de soutien intégrées. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, avec la sommité qu'on a comme invité, va être fascinante pour toutes les personnes qui ont des responsabilités en lien avec l'encadrement des athlètes. Fait qu'en bout de ligne, là, si tu as une décision à prendre qui touche à l'encadrement des athlètes au quotidien, au type de personnel auquel ils vont avoir accès, je pense que toutes les réflexions qu'on partage, qui sont particulièrement co-créatives dans la deuxième moitié de l'épisode, ça va faire que l'épisode va être super intéressant pour toi. Puis moi, c'est la raison pour laquelle j'ai amené Véronique, avec son consentement, bien entendu, sur le podcast. C'est parce que je pense qu'elle est vraiment bien placée pour discuter justement de cet encadrement-là, de elle, qu'est-ce qu'elle a vécu en ayant son chapeau de psychologue clinicienne et également son chapeau de consultante en performance mentale. Je pense qu'elle a vraiment une perspective intéressante à nous offrir en raison de ses expériences, mais de ses recherches sur comment est-ce qu'on équilibre tout ça là, au quotidien. C'est quoi un bon dosage de kinésiologie, mais surtout un bon dosage de psychologie, de consultation en performance mentale. Quel est le rôle que cette personne-là devrait avoir dans des grands jeux, par exemple. Et je pense qu'on fait vraiment un bon travail de parler de ça durant le podcast. Puis pour moi, le moment fort, c'est vraiment lorsque Véronique parle de l'équilibre à aller chercher entre le bien-être et la performance. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, là, c'est un incontournable à mes yeux pour les gens qui ont des responsabilités en lien avec l'encadrement des athlètes, mais c'est aussi un incontournable pour toutes les personnes qui vont être appelées à vivre des grands jeux, des jeux multisports dans les prochaines années. Je pense que si vous êtes dans le domaine de la consultation en performance mentale, là, c'est un incontournable. Ceci étant dit, cet épisode est présenté par Très Bon Point, une équipe avec les pieds sur le terrain et la tête dans les bouquins qui offrent à la communauté sportive de l'accompagnement individuel, des ateliers de groupe et de la recherche appliquée à leurs enjeux. Alors là-dessus, tout le monde, je vous souhaite un bon podcast. Véronique, bienvenue à Temps d'arrêt. Merci. Merci à toi de prendre du temps en plein milieu du semestre avec une jeune famille et tout ça. Donc, je peux réaliser les tâches qui se multiplient en conciliant ça avec ta vie de professeur. Donc, tu t'intéresses particulièrement à l'encadrement de la haute performance, consultante en performance mentale lors des Jeux paralympiques, d'ailleurs dans la dernière année, psychologue clinicienne, si j'ai bien compris. Donc, tu t'intéresses à ça quand même, on pourrait dire de façon assez intense, comme
Parle-moi un peu de où est-ce que ça vient, cet intérêt-là. Là. Comment est-ce que tu as décidé que, OK, moi, je plonge dans la psychologie sportive à fond la caisse? Là. Oui, ben d'abord, juste petite précision, aux Jeux paralympiques, j'y étais vraiment comme psychologue. Donc, oui, j'ai OK. les deux chapeaux, là. Je suis psychologue spécialisée en sport et je suis aussi consultante en performance mentale certifiée. Mais aux Jeux paralympiques, c'est vraiment en tant que psychologue que j'y étais. Parce que ma formation principale, en fait, c'est comme psychologue. Puis ta question de voir ben, d'où ça part cet intérêt-là, ben, je pense que à la base, c'est né d'une expérience personnelle dans le sport. Je viens de la région du Mont-Sainte-Anne. Pour ceux peut-être qui connaissent, c'est vraiment une petite communauté très, très active, très orientée sur le sport de plein air. On a la montagne juste à côté, donc c'est ski de fond, snowboard, vélo de montagne. Donc moi, très jeune, j'ai été impliquée dans le ski de fond, puis j'ai été dans un programme sport-études tout mon secondaire. C'est avéré vraiment une belle expérience pour plein de raisons, mais ce qui s'est aussi avéré est un défi pour d'autres raisons. Je pense que déjà à cet âge-là, j'avais un peu un intérêt envers la psychologie puis les relations interpersonnelles. Puis c'était clair pour moi assez tôt là, que je voulais faire une carrière en psycho. Mais à ce moment-là, je savais même pas là, qu'on pouvait faire une carrière en psychologie du sport. Mais une fois dans mes études, là, j'avais comme un petit travail en parallèle comme entraîneuse. Ben, on dirait qu'à chaque fois que j'apprenais de la théorie ou que je vivais des choses, ben, je faisais toujours le parallèle avec le monde du sport. C'est vraiment là que je me suis mis à m'intéresser puis à voir, ben, OK, ce que j'apprends dans le contexte de la psycho, que je fais même avec des clients qui présentent de la dépression puis de l'anxiété, ben, ce serait vraiment utile aussi pour des athlètes puis des entraîneurs. Uh-huh. Il y en a quelques-uns qui c'est comme ça que ça commence, justement. C'est comme, ah, t'es pas spécialisé en sport, mais finalement, tu te rends compte qu'il y a tellement de parallèles à faire. Puis quand tu dis que tu étais entraîneuse, c'était entraîneur de quoi en tant que tel? Ski de fond et vélo de montagne. Donc, pour les jeunes, OK. tu sais, de la communauté du Mont-Sainte-Anne, là, les 8 à 12 ans, donc vraiment, tu sais, les jeunes qui débutaient dans la compétition. Donc, c'était comme mon travail à temps partiel en même temps que je poursuivais des études. Puis c'était ma manière aussi, tu sais, de garder un pied dans le sport quand, tu sais, mon programme d'études était vraiment focusé sur la psycho, les psychopathologies, mais très, très peu sur les sciences de l'activité physique. Fait que pour moi, c'était une manière, tu sais, de garder vraiment un pied dans le terrain puis d'avoir ces réflexions-là par rapport aux parallèles que je pouvais faire entre les deux mondes. Ouais, puis qu'est-ce que t'aimais le plus du coaching? Je sais que je retourne peut-être un peu en arrière et tout ça, mais comme je veux te savoir, comme tu sais, t'as coaché, c'est probablement, j'imagine que t'aimais ça. Comme qu'est-ce qui te fascinait le plus ou qu'est-ce qui t'intriguait le plus dans le coaching à l'époque? Ouais, c'est une excellente question. Je n'avais pas vraiment réfléchi, mais j'imagine que c'était un peu une façon pour moi de. Je pense que ça venait vraiment de ma curiosité par rapport au fait que ce que j'étudiais en psycho, ça venait peut-être répondre à peut-être des enjeux que moi j'ai vécu comme athlète. Je pense que c'était peut-être un besoin de voir est-ce que ces enjeux-là que j'ai vécu comme athlète, ben est-ce que ça m'appartient uniquement à moi ou c'est des enjeux que je vois aussi comme entraîneur, tu sais, puis est-ce que c'est quelque chose sur lequel, comme entraîneur, je sens que oui, je peux observer ce qui se passe, je peux voir les interactions, tu sais, ça me donnait aussi un regard, bon, point de vue individuel de l'athlète, point de vue au niveau de l'équipe, de l'entraîneur, mais aussi la dynamique des parents, puis après le CA, puis tu sais, toute la structure autour. Fait que je pense que c'était vraiment, tu sais, d'avoir un peu cette observation-là, puis de voir comme entraîneur, c'est quoi l'impact que toi, tu peux avoir sur tu sais, le plaisir, le succès, la performance, vraiment à un niveau comme holistique. Mhm. Ouais. Puis je vois que, tu sais, avec ce que tu viens de décrire, ça me fait penser au fait que, tu sais, la job de coach est tellement complexe, il y a tellement de choses qui rentrent là-dedans. Tu as parlé des parties prenantes comme ben, les administrateurs, les parents, les athlètes, l'équipe de soutien intégré, tout ça, tu sais, sans avoir nommé nécessairement ça directement, comme tu as fait référence à ça. Mais après ça, il faut que tu observes, il faut que tu prennes des décisions autant au niveau technique, physique, mental et tout ça. Comme c'est vraiment complexe un peu de naviguer tout ça. Puis en fait, je partirais dans le sens où est-ce que, tu sais, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement, je pense que, en fait, c'est un intérêt qu'on partage, c'est la complexité qu'on a d'en fournir un encadrement de qualité pour des athlètes qui sont dans un contexte de performance. Mais quel changement est-ce que tu vois le plus, justement, entre le moment où est-ce que tu coachais comme entraîneur avec des athlètes de ski de fond et puis de vélo de montagne à ce que tu as vécu dans la dernière année en tant que tel? Parce que j'imagine qu'il y a quand même eu des changements drastiques un peu dans la direction qu'on a pris au niveau de l'encadrement des athlètes là, depuis ce temps-là. Ben, en fait, je te dirais que la petite nuance, c'est que les changements que j'observe, ils se passent plus au haut niveau. Donc, tu OK? sais, par exemple, le soutien psychologique aux athlètes, là, c'est vraiment quelque chose qui est présent, en fait, qui est présent, tu sais, qui est davantage intégré.
Il y a eu un virage qu'on a pris autour des équipes de soutien intégré dans le sport de haut niveau il y a quelques années. Puis à ce moment-là, le travail des consultants en performance mentale, qui n'est pas celui des psychologues cliniciens, a été davantage reconnu au sein de ces équipes-là. Et au Québec, on a la chance d'avoir nos centres régionaux, donc nos crèmes, qui vont soutenir nos athlètes identifiés, mais l'identification va aussi avec plus je suis identifiée à un niveau qui est élevé, plus que j'ai de ressources, donc plus que j'ai accès à ces services-là. Mais si on reparle à un niveau comme où moi j'intervenais comme entraîneuse, là, au point de vue local, là, d'un club régional, qui oui, les athlètes des fois vont faire les provinciaux puis les nationaux, ben, les ressources sont encore manquantes à ce niveau-là. Là. Donc, c'est difficile de trouver les ressources pour vraiment intervenir puis ajouter ce soutien-là à ce niveau-là. Mm-hmm. Donc, honnêtement, à ce stade-ci, le changement que je vois peut-être, c'est on reconnaît l'importance, les parents reconnaissent l'importance, les entraîneurs, mais malheureusement, on manque encore vraiment de moyens pour la faire, cette différence-là. Qu'est-ce que tu veux dire comme moyen pour faire la différence? Ben notamment, beaucoup de parents vont m'écrire pour savoir, ben moi, j'aimerais ça. Je vois que mon enfant est âgé de 13, 14, 15 ans, même des fois plus jeune que ça. Il vit des choses. Il vit de l'anxiété. Je le vois aussi, il y a de la comparaison avec ses amis. Il met beaucoup d'efforts. Il vit des échecs. Il se met beaucoup de pression. Il vit de l'anxiété. Mais je sais pas comment l'accompagner là-dedans. J'ai envie qu'il continue. Je pense que c'est bon pour lui qu'il fasse du sport de compétition, mais je manque d'outils pour savoir comment l'aider, comment gérer ça avec lui. Même chose pour l'entraîneur. L'entraîneur, comme tu le sais, on s'entend souvent ces entraîneurs-là sont soit bénévoles ou ils font ça en sideline d'un travail principal. Là, ils se retrouvent avec une clientèle de jeunes, puis eux, leur travail, c'est de les entraîner, puis d'apporter les connaissances techniques, motrices, etc. Mais eux autres aussi, ils manquent de temps, ils manquent d'outils, ils manquent de moyens pour gérer cet aspect-là. Des fois où il y a un athlète qui est moins motivé, qui vit de l'anxiété. Puis il y a tellement de différences entre les athlètes que ça devient difficile pour un entraîneur de faire tout en même temps. Donc, quand je parle de moyens, c'est vraiment au niveau des connaissances, des outils disponibles, mais aussi d'avoir les experts comme un consultant en performance mentale qui peut venir en soutien à l'entraîneur, par exemple, ou aux parents. Oui. Puis tu sais, ça fait un peu un lien avec ce qu'on discutait en préparation de conversation, mais comme, est-ce que tu trouves, puis là, la question est un peu facile, mais je pense que je suis vraiment curieux d'avoir, comme, de t'entendre un peu plus détaillé là-dessus, mais tu sais, dans le fond, je comprends qu'on n'en fait pas assez, puis comme, tu sais, puis en fait, est-ce que tu as l'impression que les gens, justement, on considère que, on est good, puis on en fait assez, justement, alors que c'est pas vraiment le cas? Parce que, tu sais, un peu, Alex, ce qu'on disait tout à l'heure, comme, j'ai l'impression qu'à certains moments dans la communauté, à plein de niveaux, puis pas juste en préparation mentale, c'est comme, OK, on sait que dans un environnement de performance, on devrait avoir un kin. Puis là, je peux prendre un exemple, tu sais, de junior majeur qui est tout à fait général, mais il y a quelques équipes junior majeures au hockey qui ont un kinésiologue, puis le kinésiologue est là, mais tu sais, est-ce que la contribution du kinésiologue est significative? Ben, tu sais, si tu viens voir l'équipe une fois par mois, puis que tu leur donnes un programme, quand tu joues plus de 60 matchs de hockey par année, puis que tu te prépares à la Ligue nationale de hockey, tu sais, on s'entend pas sûr que c'est assez au niveau de l'encadrement dans la préparation physique. Mais des fois, j'ai un peu l'impression, même si la kinésiologie et la consultation en performance mentale sont à pas deux niveaux, là, pas qu'il y en a un qui est plus haut que l'autre nécessairement, mais c'est comme des réalités un peu différentes. Il y a une progression qui est plus avancée d'un bord, une qui l'est plus dans certains aspects aussi. Mais il y a quand même un parallèle à faire un peu avec ça, je trouve. Complètement. Puis, je dirais, avec nos collègues, on s'entend un peu pour dire que la préparation mentale est un peu où en était la préparation physique il y a 10 ans, par exemple. Mais pour répondre à ta question, oui, effectivement, je pense que ce dont tu parles, cette réalité-là, oui, on intègre davantage les consultants en performance mentale à un niveau où l'athlète devient élite. Donc, au niveau où il atteint les équipes provinciales, nationales. Là, on va ajouter cette expertise-là, mais tu as tout à fait raison que on dit qu'on la reconnaît, cette importance-là, mais en réalité, les ressources qu'on investit là-dedans sont vraiment minimales. Comparativement à tout l'impact qu'on pourrait avoir si réellement ces acteurs-là ils étaient vraiment intégrés dans les équipes de soutien intégrées. Quand on va dans des jeux importants, Jeux olympiques, paralympiques, ben souvent, le consultant en performance mentale, c'est lui qui va rester à la maison. Pourquoi? Parce qu'on juge qu'il peut faire le travail à distance. C'est peut-être ça le moins... Ben, en fait, le message
on dira pas que c'est moins important. On va dire, ben, il peut faire le travail à distance, on manque d'accréditation, cette personne-là pourrait faire la job à la maison. Mais dans la réalité, c'est quoi le message vraiment qu'on donne? Ben, c'est que c'est peut-être moins important. Puis dans les faits, quand il y a quelque chose qui se passe, ben, l'intervenant, il est pas là pour intervenir. Donc, c'est beaucoup moins efficace. Puis son effet au consultant n'est pas juste avec l'athlète, il y a un effet sur la dynamique de l'équipe, c'est une collaboration, c'est systémique les enjeux souvent qui vont faire en sorte qu'il va y avoir du succès dans l'intervention ou non là, en préparation mentale. Puis, ce que tu dis, moi, ça me fait penser au fait que tu sais pas là, quand est-ce que l'athlète ou le coach va se mettre à pleurer puis que c'est là que tu as besoin d'être là, tu sais. Exactement. Puis, tu sais, moi, c'est des scénarios qui sont déjà arrivés avec des entraîneurs, que comme, OK, on allait parler de la façon d'organiser l'avantage numérique, puis d'un coup, l'entraîneur rentre dans le bureau, puis là, c'est comme, ça explose, tu sais. Puis t'es comme, OK, mais ça, il faut que tu sois là comme en personne, parce que sinon, si ça se passe à Paris puis que t'es à Québec, ben, il y a le délai de juste prendre le temps d'écrire un courriel, de dire, hey, ou de texter pour dire, regarde, Véronique, tu peux-tu parler à telle personne? Puis en plus de ça, ben là, peut-être que l'autre est en train de dormir ou vice-versa, fait que le timing n'est pas idéal, tu sais. Mais parle-moi justement un peu de... En fait, je serais curieux de savoir, c'est quoi la plus-value à tes yeux d'avoir la personne sur le terrain? Parce que je pense que tu l'as vécu en étant en première ligne, justement, durant les Jeux paralympiques. Comme c'est quoi la plus-value? Puis ça a été quoi un peu ton expérience d'être là comme psychologue clinicienne spécialisée en sport lors, justement, des Jeux paralympiques? Mm-hmm. Ben, en fait, la plus-value, moi, je l'ai vue plusieurs fois parce que, en fait, nous, on était deux psychologues cliniciennes qui accompagnaient la délégation canadienne aux Jeux paralympiques de Paris. Donc, ma collègue Suzanne Cockle, qui est la lead santé mentale, donc, et moi. Donc, on avait vraiment une personne qui parlait aisément français. C'est la première fois cette année, hein, donc c'est vraiment le comité paralympique, notamment ma collègue qui avait milité pour l'importance d'avoir quelqu'un qui parlait la langue de plusieurs des athlètes, parce que c'est pas juste un aspect de langue, mais c'est un aspect aussi de culture. C'est la première fois qu'il y avait vraiment les ressources disponibles dans les deux langues. Mais ce que moi j'ai vu, c'est que dans bien des cas, il y a des équipes qui avaient fait le choix. Puis on s'entend, là, il y a des enjeux de ressources que je comprends totalement derrière ça parce que il y a un nombre d'accréditations limité pour les intervenants qui vont aller sur place au jeu. Mais il y a des équipes qui ont fait le choix de ne pas amener avec eux le consultant en performance mentale, alors que, tu sais, il avait probablement investi dans avant-jeu, vraiment sur l'investissement de cette personne-là. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qui avait créé des liens vraiment importants avec l'équipe, qui agissait beaucoup comme ressource de soutien, mais aussi comme intervenant de confiance pour ces athlètes-là. Et là, tu sais, le fait que cette personne-là était pas sur place, on s'entend au jeu, là, c'est la préparation physique est faite, là, dans la plupart des cas. Donc là, ce qui se passe, c'est que la pression est à son apogée. Il y a de l'attention médiatique, le village olympique, tu sais, il y a des enjeux de confort, de proximité, le stress est palpable. C'est vraiment unique là, comme environnement. J'avais jamais vécu ça auparavant. C'est vraiment unique, le village olympique et paralympique. Et donc, il arrive toutes sortes de circonstances à chaque jour qui vont affecter soit les athlètes, les entraîneurs ou le staff autour, qui font que justement, la première personne de qui tu as besoin quand tu es un athlète, puis ah mon Dieu, tu vis une insécurité, ou ben, tu as besoin de ton consultant en performance mentale qui va venir refaire avec toi un peu, puis te rappeler ta stratégie, puis remiser sur, tu sais, juste un petit rappel de ce qu'on a travaillé ensemble depuis tout le temps qu'on a travaillé, puis que là, c'est le moment de mettre ça en application. Et là, cette personne-là n'est pas sur place, elle n'est pas disponible, elle n'est pas là. Donc, l'entraîneur, lui, il est débordé, il y a tous ses autres athlètes, puis c'est pas, parfois, l'athlète, c'est pas le meilleur lien qu'il a avec son entraîneur. Donc, à plusieurs moments, moi, je me suis vue agir comme en secours, parce que finalement, l'athlète, ce qu'il aurait eu besoin, c'est son consultant en performance mentale. Mais là, l'athlète se retrouve un peu en mode crise, parce qu'il est déstabilisé pour X, Y, Z raisons, parce qu'il y a plein de choses qui sont déstabilisantes dans l'environnement des jeux. Et là, ben, à ce moment-là, ça devient plus une gestion de crise, alors que ça aurait peut-être pu être quelque chose qui aurait été beaucoup plus soft si on avait eu le consultant en performance mentale qui avait été là avec l'athlète pour réagir rapidement.
Ouais, c'est comme, il y a une valeur au travail qui a été faite en amont, tu sais, par rapport à ça. C'est comme, moi, j'en parlais souvent quand je présentais un peu, je veux dire, mon modèle d'équipe soutien-intégré, là, puis c'est comme totalement, je vais vous dire, idiosyncratique ou ça m'appartient dans le sens que comme c'est pas une référence en tant que telle. Tu sais, des fois, j'aime ça conceptualiser un petit peu les choses, mais puis le point que je faisais avec mon modèle quand j'en parlais avec certains entraîneurs, c'est de dire que c'est pas toutes les professions qui ont une contribution maximale à faire au même moment. Tu sais, par exemple, la nutritionniste, ben, ou la personne nutritionniste, je devrais dire, comme elle peut faire beaucoup de travail en amont, puis après ça, ben, la nutrition, elle a été établie, puis le travail en temps réel durant les jeux, tu sais, en bout de ligne, c'est de consolider les habitudes qui ont déjà probablement été consolidées lors de d'autres championnats ou de d'autres événements un peu, tu sais, comme importants. Tandis que, un peu kinésiologie, puis ça, j'imagine, ça peut dépendre de la discipline, mais comme il y a probablement beaucoup de travail qui a été fait en amont, parce que tu es en train de faire ton peak performance, puis la quantité d'entraînement que tu vas faire durant, mettons, les compétitions dans le bassin olympique, ben, c'est probablement l'entraîneur de la natation qui va gérer ça, qui va mettre les dernières touches à ça. Et là, d'amener le lien avec la préparation mentale, où est-ce que probablement que l'apogée de la préparation mentale, c'est justement quand est-ce que le soleil sort ou en meilleure expression, c'est-à-dire les projecteurs sortent et que là, les lumières sont braquées sur toi. Puis je pense que des fois, on a tendance à voir les différentes spécialités comme en ayant une contribution linéaire à travers la planification quadriennale, alors que cette contribution-là, ben, elle est tout sauf linéaire. Tu sais, il y a vraiment une modulation selon certains moments. Puis je pense que ça fait un lien aussi avec d'autres éléments où est-ce que, tu sais, on est en train d'écrire un chapitre de livre en ce moment. Puis, dans une des propositions qu'on fait sur la créativité, on encourage les coachs à être créatifs. On fait un shout-out à Véronique Richard. Tu sais, mais le point avec ça, c'est de dire qu'il faut comme que tu la planifies dans des moments plus calmes, ta créativité, puis de dire, OK, on va périodiser la créativité, on va se concentrer là-dessus. Puis là, après ça, ben, comme c'est normal qu'il y ait des moments de pression puis de performance que tu peux pas prendre 3 heures dans ta journée pour juste trouver le prochain drill créatif que tu vas faire parce qu'il faut que les choses opèrent. Tu sais. Donc, long détour pour te dire que je vois vraiment ce que tu dis, puis ce que j'encourage les gens à considérer, c'est une modulation non linéaire, donc une variation en importance à travers l'année, puis d'y penser à ça, puis d'y réfléchir. Tu sais. Puis justement, comme tu me dis que la contribution des psychologues sportifs, des consultants en performance mentale, ben, elle peut avoir une plus-value significative lors des grands jeux. Puis un point que tu as mentionné, c'était à quel point c'est unique comme environnement. Mais là, moi, tu as renvoyé la question comme unique dans quel sens? Parce qu'on entend parler, on le sait, mais on le sait pas en même temps que c'est particulier comme atmosphère puis comme environnement. Oui, effectivement. Puis même, je suis arrivée là-bas, j'avais posé la question à plein de collègues, puis personne n'arrivait vraiment à me le décrire. Puis je pense que j'aurais même moi de la difficulté à le décrire après l'avoir vécu. Ben, c'est unique parce que tu rentres là, puis tu vois tout tourne un peu autour des athlètes. Tu vois que c'est super important ce qui est en train de se passer. Puis là, tu as plusieurs équipes. Vraiment, toutes les délégations ont chacun leur building. Puis tout le monde est habillé. Donc là, la délégation canadienne, on a tous les vêtements Canada. Puis les autres pays ont leurs vêtements à eux. Puis c'est vraiment comme une petite bulle. Puis comme tu te dis, ben, les projecteurs là, sont vraiment clairement allumés là, pour toute la durée des jeux parce que bon, il y a le avant où là, le stress est comme palpable. Là. Il y a quelques journées avant, quand les équipes arrivent, où là, ça se prépare, tout ça. Puis là, quand ça commence, quand les événements commencent, ben là, il y en a toujours qui sont en train de performer. Il y a vraiment une espèce aussi d'effet où, ben là, quand c'est, par exemple, le basket qui joue, ben là, les autres athlètes, de la délégation, ben, prennent parti pour l'autre équipe. Donc, il y a comme un mix entre aussi, les différents sports qui fait qu'il y a vraiment l'esprit de collégialité aussi, qui est tangible. Puis après, ben, tout le monde vit des choses hyper stressantes. Donc, que ce soit au niveau du confort, les relations interpersonnelles, je veux dire, c'est hyper challengeant parce que tout le monde est ensemble tout le temps. Puis c'est là que ça compte, c'est là qu'il faut performer. Donc, des conflits interpersonnels, il y en arrive. Ensuite, c'est ça, les enjeux de confort, ben c'est quelque chose qui est dérangeant. Là, la seule chose que tu veux qui te dérange pas quand tu as une super bonne grosse course à faire demain, c'est être sûr que tu vas bien dormir, bien manger. Mais là, ben ça se peut que toute la nuit, tu aies entendu des bruits parce que l'autre équipe fêtait ou peu importe, ton lit n'est pas confortable ou tu partages une toilette à 6. Donc, les enjeux de confort sont pas tout à fait sont pas optimaux. Puis il y en a pour qui ben, c'est super important. Donc là, ils vont tout mettre le focus là-dessus, puis vraiment essayer de trouver des façons, puis là, ben, solliciter comme le staff, de l'organisation. Et là, bon, ben ça demande des ressources. Fait que, les gens sont...
c'est ça, les gens peuvent devenir rapidement on the edge, là, si je peux me permettre l'expression. Ouais. Fait que tu le sens, c'est vraiment, tu sais, c'est perceptible. En fait, c'est comme si ça devient un petit écosystème vraiment particulier là, en psychosocial. Il y a vraiment plein d'expériences super intéressantes qui pourraient être faites où il y a plein de choses qui se jouent au plan personnel, mais surtout au plan interpersonnel et systémique. OK, qu'est-ce que tu veux dire par là? Puis c'est quoi les expériences que tu as en tête? Je suis curieux de savoir. Ben, tu sais, c'est certain que comme moi, mon rôle, j'étais pas avec une équipe, j'étais avec la délégation canadienne, avec le comité paralympique. Donc, peu pas, j'avais comme un peu une vision. Bon, les athlètes qui viennent me voir en individuel, vision des différentes équipes, comment chaque équipe fonctionne, s'organise, qu'est-ce qui se passe. Peu pas, j'avais un accès privilégié aux problématiques qui se jouaient dans chacune des équipes. Ben Donc, oui. tu vois un peu comment c'est géré différemment entre chaque équipe, les relations, comment les relations peuvent être saines ou moins bien ficelées, si on veut. Là. Ouais, ouais. Donc, tu vois ces problématiques-là. Puis après, ben, tu vois aussi comment se joue cette idée-là que, ben là, on est plusieurs équipes ensemble, puis on a accès à ça de ressources. Donc, comment on fait pour vivre ensemble? Puis tu vois qu'il y a des équipes qui sont peut-être plus individualistes dans leur manière de vivre ce vivre ensemble-là, tandis que d'autres vont être comme vraiment plus flexibles par rapport à ça. Donc, tu vois, il y en a qui sont vraiment dans leur bulle, hyper concentrés, ils veulent pas trop se mélanger. T'en as d'autres qu'au contraire, tu sais, ça semble leur faire plaisir, tu sais, de se mélanger ou tu sais, en fait, être plus dans un esprit de collégialité, si on veut. Fait que, tu sais, c'est ça qui est particulier. Puis en même temps, ben, tu sais, t'as des athlètes qui vivent des trucs personnels, même pas juste des athlètes, des entraîneurs, puis du staff. Puis en même temps, ben, tu vois l'aspect interpersonnel, puis tu vois l'aspect organisationnel aussi, comment ça a un impact sur tout ça. Ouais, tu sais, puis des fois, on en parle, c'est comme, tu sais, il y a plusieurs niveaux. Tu as l'individu, tu as comme les diades, tu as l'équipe, puis tu as comme l'organisation, puis là, tu rajoutes la délégation là-dedans, tu sais, fait que tu as comme vraiment plusieurs niveaux d'interaction. Puis tu sais, toi, dans tout ça, dans toutes ces dynamiques-là, dans toutes ces parties prenantes-là qui sont impliquées, comme, comment tu voyais ton rôle? Puis en fait, je suis surtout intéressé par savoir comment est-ce que tu trouvais le moyen de contribuer au quotidien? Tu sais, où est-ce que tu disais, OK, moi, il faut que je sois là, il faut que je fasse un peu ça si je veux pouvoir aider le plus? Parce que j'imagine que tu avais à cœur les succès canadiens, puis tu as à cœur le bien-être un peu de toutes les personnes qui font partie de la délégation canadienne. Fait que comment tu t'y prenais un peu pour trouver le moyen de contribuer? D'abord, il faut dire que je suis arrivée dans un milieu où la lead santé mentale, Susan, ma collègue que je connais depuis quand même de nombreuses années, mais elle qui a fait l'expérience des jeux au moins 4-5 reprises, elle a une vision de la psychologie clinique, en tout cas une façon de travailler qui est vraiment axée sur l'environnement sportif. Là. Donc, si un psychologue clinicien nous écoute en ce moment, il va dire mais c'est vraiment pas comme ça qu'on travaille. Là. Fait que c'est vraiment donc le modèle de service, en fait, qu'on a mis en place, c'est vraiment un modèle qui est très, très collaboratif. Donc, okay. Suzanne et moi, on n'avait pas de bureau. OK? Donc, moi, premièrement, j'étais tout le temps présente au village. Je me fondais dans le décor, finalement. Là. Donc, une des premières choses à faire, ben, c'est de créer des liens, créer des connexions. Donc, Suzanne et moi, je veux dire, on allait déjeuner, dîner, souper avec les athlètes. Tu sais, quand tu rentres dans le dining hall, ben, tu vois l'équipe canadienne, ben, tu vas t'asseoir avec eux, puis tu manges avec les gens qui sont là. Fait que tu fais vraiment partie intégrante de l'équipe. Puis une de nos manières privilégiées pour rentrer en contact, en fait, c'était d'avoir des conversations très informelles. Tu rejoins au café, tu es dans le lobby, tu encourages l'équipe. Tu sais, tu crées ces moments-là. En fait, l'idée, c'est de te rendre, de te rendre très, très accessible, disponible, présent à tout moment. Puis surtout, de faire en sorte que, ben, tu sais, t'es pas la psychologue là, tu sais, qui est identifiée dans le coin, qui attend assis sur le divan que quelqu'un vienne y parler. En fait, tu fais partie, tu vis les choses de la même manière que tout le monde. Tu portes les mêmes vêtements, t'encourages, tu sais, tu as le même mode de vie là, que tout le monde. Ce qui fait que des fois, quand il arrive quelque chose, ben, t'es facile d'accès. Mm-hmm. C'est pas comme perçu comme étant vraiment quelque chose de grave quand t'es vu à discuter avec Véronique ou Suzanne. Parce que tu pourrais être en train de jaser de ce que tu as mangé pour dîner, mais tu pourrais aussi peut-être être en train de discuter de quelque chose qui te dérange plus particulièrement. Fait que, tu sais, je te dirais que le fait de créer vraiment ces liens-là, de se rendre très accessible, disponible, ben, tu sais,
selon moi, ça fait deux choses. Ben, premièrement, tu sais, ça augmente l'accessibilité, qui est une des barrières qui est rapportée dans la recherche comme étant une des plus importantes pour aller chercher de l'aide. Donc, t'es là, t'es disponible, t'es présent. Fait que s'il y a quelque chose, t'es accessible. La deuxième chose, c'est que ben, ça déstigmatise aussi le fait d'avoir besoin ou de discuter, parce qu'à un moment donné, il y a même une dynamique qui se crée que, tu sais, parfois, les athlètes, pour nous contacter, ils allaient par WhatsApp. Puis, ben, une manière de faire avec eux, c'est de voir, mais à quel endroit tu souhaites qu'on se rencontre. Tu sais, est-ce que on n'a pas de bureau, là, donc il faudrait trouver un endroit discret ensemble, puis on s'en va juste faire une balade ensemble. Donc, cette crainte-là, elle existe comme plus parce que ça fait partie des habitudes, puis t'es pas associé à un service que tu vas aller chercher uniquement si t'as vraiment un gros problème. Puis, c'est ça, c'est comme si ça le déformalisait. Je sais pas si c'est un mot français, là, mais qui nous aide, puis ça l'aide justement à rendre ça plus accessible, comme tu dis, dans le sens que, hey, tu sais, puis il y a quelque chose aussi par rapport au fait de marcher puis de discuter en même temps, tu sais, comme moi, personnellement, tu sais, j'adore ça, tu sais, avec mes collègues, avec mes amis et tout ça, tu sais, on a des super bonnes conversations, mais en étant de bouger aussi, mais quand je parlais surtout de déformaliser, tu sais, il y a quelque chose un peu à dire, OK, je m'en vais chez la psychologue, je m'en vais chez le consultant en performance mentale, je cogne à la porte, j'ouvre la porte et là je rentre et je m'assois et là on part, tu sais. C'est comme, ça rend ça vraiment très formel, puis probablement que ça va être plus difficile dans ton cas à toi, puis là je fabule, puis je t'invite à m'amener dans ta profession, mais j'imagine que ça rend ça plus facile justement pour rentrer profondément dans les enjeux parce que la personne elle est moins elle-même, elle a moins eu le temps de lever ses barricades, là, si on veut. Mm-hmm. En fait, c'est que, tu sais, en étant un peu, en étant facile d'accès, en se montrant soi-même, ben, tu sais, ça brise des fois tu sais, ça fait en sorte que les athlètes ou les entraîneurs sont plus facilement en confiance. Tu sais, je pense que de se montrer soi-même, on s'entend là, tu as tout le temps ton rôle de professionnel, mais tu sais, de se montrer soi-même, tu sais, ça te rend vulnérable toi-même, puis c'est toujours plus facile d'être vulnérable avec quelqu'un que tu juges que lui aussi a pas de difficulté à se montrer vulnérable. Ben, moi, personnellement, si je vais voir un psychologue ou une psychologue, ben, c'est sa manière d'entrer en contact avec moi va faire la différence sur si j'ai envie de me dévoiler ou non. Ouais. Et si je vois beaucoup de barrières puis vraiment un cadre très rigide, ben, on dirait que je suis moins en confiance. Et que je pense que ça, c'est un aspect important. Mais c'est certain aussi que, je pense qu'une des choses importantes, c'est que c'est pas fait pour tout le monde non plus. Tu sais, il faut comprendre que de faire ça, c'est exigeant au plan interpersonnel. Ça veut dire que toute la journée, 24 heures sur 24, toi, tu es disponible pour les autres. Il faut que tu sois à une bonne place aussi, dans le sens où faut que dans ta vie personnelle, tu aies cet espace-là, parce que tu vas en contenir des choses, puis il faut que tu laisses cette présence-là, il faut que tu sois facile d'accès, il faut que tu sois idéalement très, très accueillant pour que les gens viennent vers toi. Donc, il faut que tu sois dans une bonne place, il faut que tu aies cette capacité-là à vraiment à t'ouvrir puis à offrir beaucoup. Donc, si t'es quelqu'un qui a une bulle vraiment grosse puis qui est très, très introverti, clairement, pas ta place, selon moi, parce que tu pourras pas faire le travail à la mesure où tu pourrais le faire. Tu sais. Puis qu'est-ce que tu veux dire avec la dernière petite précision, là? Je suis curieux. Ben, c'est que tu veux dire par rapport à l'aspect... Ben, quand tu dis, j'ai-tu bien compris, tu te dis de comme prendre un peu trop de place et tout ça? En fait, ce que je veux dire, c'est que faut que tu sois très ouvert parce que les gens vont te solliciter beaucoup, puis ils peuvent te solliciter à n'importe quel moment de la journée. Ça va aller de ton heure de lever à ton heure de coucher. Tu sais, ton travail, il se termine jamais. Tu fonctionnes pas sur des horaires de travail. Par exemple, à la clinique médicale, il y a une clinique médicale pour chaque délégation, puis ben, généralement, il y a un horaire de travail. Quand t'es psy, t'as pas d'horaire de travail. Je comprends. T'es tout le temps dans ton rôle. Donc, il faut que tu sois prêt à vivre ça puis être capable de contenir tout ce qui va venir avec ça, parce que des fois, il y a des journées que ça s'enchaîne sans arrêt. Oui, puis j'étais en conversation avec une personne au doctorat en psychologie, puis un professeur en psychologie, justement, là, dans ma propre institution, Journal national, puis comme j'ai exploré un peu leur pensée au fait que, pour moi, c'est fascinant comment est-ce que, pour être psychologue clinicienne, consultant en performance mentale, comme
t'as tes propres enjeux, là. Puis comme toi aussi, il y a des affaires qui te gossent au fait d'être au village olympique. Là, je suis sûr qu'on a toutes nos préférences et tout ça. Mais il faut que tu sois tellement bon à dealer avec ça. Puis si on fait un lien avec, je pense que c'est Jean-Michel lors de l'épisode 84, tu sais, où est-ce qu'on parlait, puis avec Daniel Fortin-Guichard, on parlait, tu sais, du transfert contre transfert, tu sais. Comme, là, si tu es exposé toute la journée à plein de monde qui ont leur propre charge émotive, que toi, il faut que tu deals avec, mais là, toi, il faut que tu gères ça, après ça, que tu l'absorbes, ou là, je connais pas les termes exacts là, en psychologie, donc pardonne-moi un peu de mon imprécision, mais tu sais, il faut comme que tu l'absorbes, que tu deals avec, mais toi-même, tu as tes propres enjeux à gérer là-dedans. Puis ça me ramène à un point qui est tellement important que je pense que, tu sais, quand tu es un professionnel qui est appelé à être sur demande, là, un peu comme dans le contexte, c'était dans les Jeux paralympiques, que tu sais, tu peux pas jouer un personnage. Puis comme, moi, c'est l'affaire que je me suis dit, j'ai pas assez de mémoire, puis je suis pas assez intelligent pour être capable de me rappeler ce que j'ai dit à gauche puis à droite, tu sais, pour être capable de faire le suivant de ces choses-là, mais c'est comme, pour être un excellent professionnel ou un top performer dans mon propre langage, là, qui est inspiré de la littérature plus anglophone, là, comme, il faut que tu sois ce que tu veux être. Puis, tu sais, là, je peux me faire un lien avec mon cadre théorique en apprentissage, tu sais. Bref, un auteur là, très théorique sur l'apprentissage, il dit, tu sais, learning is becoming. Mais tu sais, en bout de ligne, si tu veux être une excellente psychologue clinicienne, faut que tu le deviennes au quotidien puis dans toutes tes interactions. Pas en train de dire que tu peux pas tirer à la plug, puis là, c'est pas moi, je parle pas juste à toi, là, je parle à tout le monde en général. Pas en train de dire que tu peux pas tirer à la plug puis écouter Netflix puis écouter la série Paradise sur telle affaire, tu sais, comme. Mais il faut que tu le deviennes parce qu'il faut que ça fasse partie de toi au quotidien, ça. Puis que, dans un sens, c'est plus ou moins vrai, en tout cas à mes yeux, puis je pense que ton expérience semble corroborer ça, que tu peux juste mettre la switch à on ou à off. Comme qui tu es, puis tu sais, il y a un dicton là, dans le football, là, c'est comme « How you do one thing is how you do everything ». Puis comme comment tu fais une chose, c'est comment tu fais toutes les choses. Puis c'est un peu ça, c'est comme toutes tes interactions au quotidien dans le village olympique ou paralympique, ben veux pas, c'est comment tu es comme psychologue, puis t'es on, puis c'est ça, tu sais, comme ça fait partie de ça, parce que les gens, ils vont toujours associer les deux ensemble, tu sais, puis en tout cas, bref, je sais pas si ça résonne un peu avec ce que tu as vécu, là. Ah, tout à fait, tout à fait. Puis tu sais, tu dis ça, puis en même temps, moi, dans mon travail, j'utilise beaucoup le dévoilement de moi-même, là, tu sais, dans des interactions avec des athlètes ou des entraîneurs, tu sais, je pense que c'est sain aussi, en tant que psychologue, d'être capable de... Il y a des approches dans lesquelles c'est pas nécessairement ce qu'ils vont employer, mais moi, comment je travaille, ben, je vais parler de mes expériences, puis, tu sais, parce que je pense que, justement, j'ai beaucoup à apprendre, même des personnes avec qui je travaille, puis que, des fois, de montrer que, ben, tout le monde vit un peu ces enjeux-là, puis que c'est normal, on peut dealer avec ça. Donc, mais ouais, comme tu dis, c'est ça, c'est pas de jouer un rôle. En même temps, il y a une espèce il faut quand même que tu sois capable, tu sais, de garder ton professionnalisme, tu sais, à tout moment. Mm-hmm. Mais il faut pas que ce soit quelque chose qui est très difficile pour toi. Donc, c'est comme tu le mentionnes, si tu as un gros écart entre la personne que tu es réellement puis ton rôle professionnel, ça le fera pas, là. Faut que ça soit aligné. Dans un environnement comme ça va rayonner, ça va ressortir, tu sais, inévitablement, puis c'est là que ça devient super important de l'être. Puis tu sais, justement, tu parlais de dévoilement de moi-même, j'ajoute ça dans ma banque de mots puis de concepts, là, c'est vraiment bien, t'as très bien résumé quelque chose que j'ai dit en beaucoup trop de phrases, mais là, tu sais, en parlant de dévoilement de toi-même, tu sais, en rétrospective, quand tu regardes l'expérience un petit peu des Jeux paralympiques, comme... Tu sais, est-ce qu'il y a des erreurs ou il y a des choses que, si tu avais à y retourner, tu ferais un petit peu différemment, ou peut-être des choses que tu as observées que, tu sais, c'est des erreurs quand même fréquentes au niveau de l'encadrement psychologique, tu sais, des athlètes pendant les grands événements, puis qu'on devrait corriger un petit peu. Fait que, tu sais, je te laisse un peu la table mise pour ça, ou la table ouverte, ou le livre ouvert, peu importe comment on veut le dire, de, comme, tu sais, est-ce que toi, il y a des choses que tu ferais différemment, ou est-ce que tu vois des choses que, tu sais, comment serait-il le temps qu'on change ça un petit peu au niveau de l'encadrement psychologique? Ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses que je ferais probablement différent, là. Ben, tu sais, peut-être, ce qui me vient en tête spontanément quand tu dis ça, tu sais, une des choses, je pense que j'ai vécu, parce que c'était mes premiers jeux, puis pas tout le monde me connaissait, puis le temps que je sois connue, puis que je me sente vraiment comme partie de l'équipe, tu sais, il y a des moments où tu te sens juste comme vraiment awkward, parce que t'es comme là. Ouais. Puis, faut que tu sois là. Mais en même temps, faut pas que tu déranges, tu sais. Fait que, par exemple, s'il y a comme une équipe ou des athlètes du monde qui sont réunis, ben, tu sais, ça peut être une belle opportunité pour aller te présenter puis créer des liens, mais en même temps, tu sais, c'est peut-être pas le bon moment non plus pour y aller, tu sais. Fait qu'il faut comme que tu sois capable de juger ça. Puis il y a des moments où je me souviens où j'étais dans le lobby, puis tu sais, j'étais comme
un peu tout seul parce que, bon, tu sais, le monde se connaisse, puis ils ont des interactions ensemble. Puis moi, tu sais, j'attendais un petit peu que quelque chose se passe ou j'attendais le bon moment. Puis tu sais, tu te sens juste awkward parce que c'est notre réflexe d'être humain d'avoir l'impression que dans ces moments-là, tout le monde nous regarde. Mais tu sais, en réalité, tout le monde est occupé à ses affaires. Puis Ouais. c'est juste de embrace, là, tu sais, d'assumer ce feeling-là que des fois, tu sais, tu sers comme à rien, puis c'est normal, puis tu sais, c'est juste, c'est ça ta job à ce moment-là, tu sais, mais il faut quand même que tu sois présent et disponible parce que justement, dans ces moments-là, ça m'est arrivé parfois que t'es là, que quelqu'un vient te voir, pis hey, tu sais, il vient d'arriver telle affaire, peux-tu comme aller voir cette personne-là, ou etc. Fait que tu sais, de reconnaître, là, tu sais, que c'est normal ces moments-là où tu te sens vraiment inconfortable, mais que ça fait partie de l'expérience, puis faut vivre avec ça, dans le fond. Ouais, puis avant de te relancer sur l'encadrement plus général que tu as vu, il y a quelque chose à se fondre dans le décor, mais en même temps à savoir que tu es là, tu sais. Parce que si tu arrives, puis là, tu es trop rayonnante, tu prends trop de place, ben là, tu défais un peu l'environnement qui est là, puis que c'est l'environnement propre aux athlètes et aux entraîneurs. Fait que, tu sais, moi, je le vis des fois, tu t'en vas voir des coachs, puis c'est comme, faut que je sois là, faut que le coach, il sache que je suis là, puis que je peux l'aider. Mais faut pas que les athlètes, ça change leur drill. Puis, tu sais, s'ils sont en train de te pitcher à terre dans un sport X, bon, clairement que c'est des arts martiaux, là, on n'aimerait pas le sport X, mais tu sais, comme si t'es là, comme, il faut pas, c'est ça, il faut pas que tu te déranges puis t'en ajoutes trop parce que là, ça va comme déranger l'environnement quotidien. Puis, il faut que tu sois là juste comme en supplément là-dessus. Puis, au niveau de, tu sais, quand tu regardes un peu ça en rétrospective, comme, qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore le plus à tes yeux au niveau de l'encadrement psychologique dans l'ensemble, tu sais, de nos, quand on supporte les athlètes canadiens, par exemple? Ben, je pense que ça revient un petit peu à ce que je disais tantôt, là, tu sais, d'avoir vraiment cette perspective-là, davantage d'intégration. Tu sais, je pense que le comité paralympique l'a bien fait avec comment ils ont intégré Suzanne et moi dans l'équipe. C'est en préparation, en amont des jeux aussi, la manière dont on s'est présenté, puis tu sais, de faire le lien avec nos collègues consultants en performance mentale aussi pour dire voici notre rôle, voici votre rôle, puis tu sais, comment on peut collaborer. Mais je pense que, tu sais, au niveau de la communication, de comment on collabore, puis tu sais, de quels sont les rôles de chacun, puis comment on peut s'entraider, je pense qu'on peut optimiser ça encore mieux. Je pense qu'on le fait mieux, mais je pense qu'on peut l'optimiser encore mieux. Tu sais, je sais par expérience que au niveau des Jeux olympiques, ils fonctionnent pas tout à fait de la même manière que nous, on a fonctionné aux Jeux para avec cette approche-là vraiment collaborative, d'être deux intervenantes sur le terrain, d'être comme en amont, avoir contacté tout le monde pour s'annoncer d'abord, nos collègues consultants en performance mentale. Puis on a vu beaucoup de succès de cette approche-là. On a fait des sondages, puis tu sais, on a vraiment eu de l'appréciation. Je pense que ça a une valeur, puis c'est important qu'on partage ces pratiques-là, puis que ce modèle-là, on soit capable de l'étendre un petit peu. Tu sais, tout à l'heure, je disais, ben, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de consultants en performance mentale qui ont travaillé fort avec des équipes, qui ont eu du bon succès, mais qui n'étaient pas présents au moment des jeux pour des enjeux de ressources. Alors que nous, comme psychologues, c'est des intervenants avec qui on peut vraiment faire un travail de collaboration qui fait que l'athlète est soutenu, puis l'équipe aussi, là, c'est pas juste l'athlète à son maximum. Ouais. Parce qu'il est en confiance, il y a un travail qui a été fait, il y a la personne, le consultant qui est là pour rappeler les bases puis en soutien, pour s'assurer que le travail est livré, comme quand tu as besoin de ton coach la journée de la compétition, même si c'est lui qui t'a préparé avant, tu veux qu'il soit là pour te donner tes hits ou peu importe, mais c'est la même chose pour le consultant. Fait que, je te dirais vraiment la communication, collaboration, fait que le principe d'équipe de soutien intégrée, là, qui est une approche géniale, mais vraiment, l'opérationnaliser davantage, en tirer le maximum de profit. Et que ça revient à dire, c'est pas parce qu'on dit qu'on le fait bien nécessairement. Je pense que on a à s'améliorer un petit peu pour aller gagner une marge supplémentaire par rapport à ça. Puis, tu sais, le terme intégré, pour moi, c'est le terme, des fois, comme l'idée, elle est excellente, tu sais, d'avoir une équipe de s'intégrer, mais je suis pas sûr qu'on fait assez d'efforts au niveau de l'intégration, parce que des fois, j'ai l'impression qu'on le prend vraiment comme un service à la carte. C'est comme, OK, j'ai besoin du psychologue, la consultante en performance, une journée semaine, ben je l'ai une journée semaine. Tu sais, c'est un peu ça que tu veux dire? Oui, complètement. Tu sais, finalement, on travaille, dans le fond, tu as comme une équipe dans laquelle tu as l'expertise, mais tout le monde travaille un peu en silo, puis c'est pas intégré autour de l'équipe, puis la communication est rompue à certains moments parce que tout le monde a son mandat puis son expertise. Puis en même temps, je comprends que c'est comme ça parce que dans notre formation,
moi, c'est quelque chose que je reproche un peu à nos programmes de formation. On n'a pas cette expertise-là. On a des programmes qui sont très, très spécialisés dans des domaines. Puis là, rendu sur le marché du travail, on s'attend de nous à ce qu'on soit bien capable de travailler en collaboration puis d'être capable de faire un plan qui intègre l'expertise de tout le monde. On n'a pas appris à le faire là, à l'école. En tout cas, dans la plupart des programmes dans lesquels j'ai été amenée. Puis, je me dis, si on était capable de recréer ça plus tôt, dans les programmes d'études, ben, possiblement que ce serait plus facile à mettre en pratique aussi quand on arrive dans le monde professionnel. Ouais, puis, tu sais, un exemple aussi simple que, tu sais, si tu vois qu'il y a un comportement qui a été fait, puis là, c'est un exemple réel, fait que je vais regarder ça vraiment général, tu sais, mais si tu vois qu'il y a un comportement qui était inadéquat au niveau psychologique, littéralement, là, admettons, au niveau de la préparation physique, puis il y a un commentaire qui a été dit que tu ne devrais pas dire ça, ben, tu sais, aussi simple que de comprendre que, OK, ben la première réaction, c'est-tu d'amener ça à l'entraîneur-chef, puis de là, de partir une cascade de comme, hey, telle personne a fait ça, ou je vais aller voir la personne, puis lui demander, OK, comme, qu'est-ce que tu voulais dire par cette intervention-là? Qu'est-ce que tu essayais de faire? Es-tu conscient un peu des ramifications que faire tel type de commentaires sur l'apparence ou sur la composition corporelle de la personne, ça peut avoir des effets négatifs? J'avais pas pensé à ça. Moi, je voulais juste que cet athlète-là performe mieux, tu sais, éventuellement, parce que dans mon domaine, moi, il voulait sauter plus haut, cet athlète-là, tu sais. Fait que, tu sais, comme, ça, c'est des petites subtilités. Je pense qu'en parlant à plusieurs collègues, tu sais, j'avais pas pensé à ça en préparant la conversation, mais comme, je pense qu'on aurait beaucoup à gagner à optimiser un peu notre façon d'intervenir puis de dealer avec chacune des situations problématiques comme ça. T'sais, pour moi, c'est un exemple qui est minime au niveau de la quantité de temps que ça prend, mais qui est majeur au niveau des impacts, parce que là, tu peux partir une cascade qui amène un dysfonctionnement complet d'une équipe de s'intégrer pour un programme de très haut calibre. Puis là, alors que ça aurait pu être dealé complètement différemment si la collaboration était plus intégrée. Puis tu sais, il y a des responsabilités individuelles dans ce que je te dis, mais il y a une responsabilité collective de la prise en charge de l'encadrement de la haute performance aussi, là. Complètement. Puis tu sais, pour faire un peu du pouce avec ce que tu fais, je pense que la compétence majeure qui nous manque là, à chacun de nous, experts dans notre domaine, c'est le leadership. Clairement, si on avait une meilleure formation en leadership au niveau de la communication, puis de comment interagir, puis comment avoir ces conversations-là, ben ça fonctionnerait beaucoup mieux. Il y aurait moins de problèmes. Les enjeux seraient mieux abordés. Ça, c'est une des choses positives en ce moment qui se passe, je pense, dans le système canadien, c'est Sciences du Sport Canada, qui offre beaucoup de formations sur le leadership aux intervenants qui sont dans les équipes de soutien intégré au niveau national. J'ai hâte de voir, je pense que ça va avoir un effet dans quelques années parce qu'il y a vraiment des bonnes compétences qui s'apprennent dans ces programmes-là, puis dans ces situations d'apprentissage où ils mettent des experts de différentes disciplines à travers le Canada réunis ensemble, puis que finalement, on se rend compte qu'on a tous les mêmes enjeux. Ça pourrait se régler par une meilleure communication puis un meilleur leadership. Je pense que c'est intéressant ce que tu mentionnes, puis clairement que formation individuelle, ça peut pas être néfaste jusqu'à un certain point, même que tu en fasses 45 000 par semaine, mais je pense qu'il y a quand même un enjeu de la configuration des équipes à certains moments. C'est dans le sens que comme on a beau, toi et moi, avoir une volonté de comme on veut collaborer, mais si, admettons, c'est communication unidirectionnelle avec Véronique, après ça, je me reviens d'abord, communication unidirectionnelle avec François, communication indirectionnelle avec Thomas, après ça, communication unidirectionnelle avec Valérie, ben après ça, comme ça devient à long terme, il n'y aura pas cette collaboration-là, qui est alors un argument aussi en même temps que vous amenez depuis déjà quelques années. Puis je dis vous, parce qu'en préparation, j'ai consulté l'article que tu as écrit avec Christa Van Slingerland, Nathalie Durand-Bush, si je ne m'abuse, puis Poppy Decloud, une gang de l'Université d'Ottawa que je connais bien. T'sais. Puis dans l'article, vous mentionnez justement que un des consensus, c'est que la meilleure façon d'offrir des services de performance mentale, ben, c'est qu'il y ait plusieurs praticiens en collaboration, puis comme que ces personnes-là ils puissent interagir, mais que ce soit en performance mentale ou même l'exemple que je donnais plus d'équipe soutien intégré, comme on a beau avoir une formation individuelle en communication, si on met pas les gens ensemble puis on les amène pas à collaborer autour du problème ou de la résolution ou de la planification de notre entraînement, est-ce que ça va vraiment changer les choses à long terme? Je suis pas sûr, tu sais. Non, complètement. Non, je suis absolument d'accord avec toi. C'est pour ça que oui, c'est bien beau le concept d'équipe de soutien intégré, mais sont-elles vraiment intégrées? Oui, non, ben tout à fait. Puis où est-ce qu'on s'en va? Une des choses que je veux davantage faire, là, puis je suis au point de me dire comme avoir un segment de le futur du coaching là, avec tant d'arrêt, mais au-delà du côté marketing de la chose. Comme, moi, une question qui me préoccupe, c'est avec ce que tu as vécu aux Jeux paralympiques, comme, puis là, on s'en va à Milano Cortina, on s'en va à Los Angeles, comme
comment est-ce que tu vois les choses évoluer comme en direction de ces deux grands jeux-là? Puis comment est-ce qu'on doit vraiment progresser si on veut comme avoir du succès en tant que délégation canadienne? T'sais, on parle de collaboration, on parle de communication. Je sais qu'un enjeu qui te semble fondamental, là, puis je ne veux pas te mettre des mots dans la bouche, fait que corrige-moi si c'est le cas, quand je parle à des personnes qui travaillent autour de toi, je pense que c'est une idée de qui je parle, mais ils me disent que toi, l'équilibre bien-être-performance, c'est vraiment important aussi. Comme, fait en préparation vers Milano Cortina 2026, Los Angeles 2028, comme où est-ce qu'il faut vraiment qu'on progresse en tant que délégation canadienne à tes yeux? Question difficile. Probablement à différents niveaux, mais bon, tu sais, si on reprend un peu le principe de la culture d'excellence là, tu sais, vers lequel on essaie de se rapprocher, qui fait écho à ce que tu as dit, là, l'équilibre entre le bien-être et la performance, c'est chose facile à dire, mais c'est chose difficile à mettre en action. Donc, concrètement, c'est quoi vraiment une culture d'excellence? C'est qu'est-ce qui doit vraiment... c'est quoi les aspects fondamentaux d'une culture d'excellence? Puis ça revient un petit peu au concept, tu sais, oui, là, on a mis beaucoup d'emphase sur la santé mentale, les enjeux de violence dans le sport, mais de plus en plus, tu sais, ce qu'on veut être capable de créer, c'est des endroits qui sont sécuritaires psychologiquement. Donc, le concept de psychological safety, qui rejoint beaucoup cet aspect-là de culture d'excellence, qui est en fait un environnement. Donc, ça revient à une approche qui n'est pas centrée juste sur l'individu, mais vraiment qui regarde l'individu dans son ensemble selon une perspective holistique. Donc, l'environnement a un rôle qui est très, très important à jouer là-dedans. Et pour que l'environnement puisse offrir le meilleur soutien à l'athlète, ben, il faut qu'il y ait des choses en place, comme par exemple, un environnement qui est sécuritaire psychologique, c'est un environnement où l'athlète, il sent que peu importe ce qu'il va dire, il va avoir sa place, il va être respecté, il va recevoir de l'attention de la part de l'entraîneur. Donc, c'est pas dépendant de à quel point j'ai une chance de gagner une médaille. Donc, il y a des principes vraiment de respect qui sont centraux à cet environnement-là. Puis, tu sais, je pense que, bon, on a un bon tournant. Oui, là, on le dit beaucoup, on veut que les athlètes, ils gagnent, mais qu'ils gagnent bien. C'est-à-dire qu'ils soient psychologiquement bien. Mais dans les faits, ce qui se passe dans des moments comme les Jeux, ben, des fois, il y a un choix à faire entre une médaille ou le bien-être d'un athlète parce que, exemple, s'il y a un nombre limité de ressources, puis s'il y a un enjeu qui arrive, puis que c'est soit, OK, l'entraîneur ou l'équipe focus sur l'athlète qui va gagner la médaille ou sur l'athlète qui, là, va vraiment pas bien puis il a un besoin. Ce qui se passe en réalité, là, c'est que les ressources vont aller vers les chances de médaille, puis l'athlète qui avait vraiment besoin, psychologiquement, il va être laissé de côté. Mm-hmm. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est pas correct? À nous de juger. Mais je pense qu'il faut pas faire les autruches non plus. C'est-à-dire que si c'est ça le choix qui est fait, ben, tu sais, soit assumons que c'est le choix qui est fait ou en tout cas, tu sais, reconnaissons que c'est le choix qui est fait. Ouais, soyons si pas hypocrites. C'est pas le choix qu'on fait, ben mettons en place des lignes directrices très claires. Puis ça va venir avec des sacrifices au niveau des médailles. À court terme. À long terme, par contre, je serais intéressée de voir à long terme, si on met vraiment en place une culture où on priorise la sécurité psychologique de tous et chacun, peu importe ton potentiel de gagner, mais à long terme, c'est peut-être là qu'on va vraiment se distinguer comme nation sur la scène. Puis, qu'est-ce que tu dis? Paralympique. Excuse-moi, j'aurais dû te laisser terminer, mais qu'est-ce que tu dirais aux gens que, justement, ils vont dire, ben, à force de prioriser la sécurité psychologique, on va pas atteindre la performance? Je dis que c'est un mythe. C'est complètement un mythe parce que, tu sais, il y a cette idée-là que faut fouetter un athlète pour qu'il performe bien. Mais c'est démontré qu'un athlète, pour qu'il ait des performances constantes dans le temps, ben, tu sais, moi, je le vois dans mon travail, les athlètes qui sont capables de performer de manière constante dans le temps, c'est les athlètes qui, de manière générale, sont capables d'avoir un bien-être qui va être priorisé. Donc, les athlètes qui ont des troubles alimentaires, qui font de l'anxiété sévère, qui ont des problèmes de consommation ou de dépression, ils peuvent avoir du succès à court terme, mais éventuellement, ça va les rattraper. De la même manière, tu sais, si tu vis, si tu y vas à la dure, puis ça peut entraîner des blessures auprès d'un athlète, ben cet athlète-là, il va peut-être être bon pendant quelques années, mais éventuellement, ses performances vont descendre parce que ses capacités vont nécessairement descendre aussi. Mm-hmm.
Alors que si on fait vraiment attention au bien-être de l'athlète, cet athlète-là, on favorise son autonomie, sa capacité décisionnelle, qu'on valorise ses choix, ben c'est un athlète qui va être vraiment en meilleure mesure aussi de prendre les bonnes décisions parce qu'il va être capable de réfléchir par lui-même. Et là, il faut faire attention aussi parce que des fois, les gens vont dire, ben, bien-être, sécurité psychologique, c'est être mou. Mais c'est pas vrai. Parce que, tu sais, en fait, pour atteindre une bonne culture d'excellence puis être un bon leader, ben, c'est démontrer que faut que tu peux avoir des attentes qui sont très élevées envers quelqu'un, envers un athlète. Donc, les meilleurs entraîneurs, c'est ceux qui ont les attentes les plus élevées envers leurs athlètes, mais qui vont offrir le soutien très élevé aussi. Donc, si mes attentes sont très élevées envers mes athlètes, mais que c'est clair, que c'est bien communiqué, puis que je respecte ces personnes-là, puis je leur offre le soutien aussi qui va avec les attentes, c'est là que j'ai les meilleures chances de succès. Fait qu'il faut faire attention, c'est pas parce que je valorise le bien-être, la sécurité psychologique que mes attentes sont diminuées envers les gens avec qui je travaille. Non, puis c'est ça la culture d'excellence. Mes attentes demeurent très élevées, mais j'ai le soutien qui va avec les attentes. Puis il y a des principes de base qui sont non négociables, comme le respect, par exemple. Puis, OK, le respect, j'adore l'exemple que tu amènes en parlant du respect parce que je pense que c'est quand même central un peu à ma pratique dans différentes façons, mais comment tu l'imagerais ou comment tu le représenterais? Parce que, tu sais, le respect, moi, un des défauts, une des affaires que je critique des gens qui parlent du respect, puis là, c'est pas une critique de toi, c'est comme, on dit qu'il faut se respecter. Mais le respect, ça peut être comme, je vais pas te couper la parole, mais ça peut aussi être comme, ben, peu importe qui tu es, je vais te laisser ton espace, mais ça peut être aussi, OK, ben, peu importe de où est-ce que tu viens, comme, je vais écouter tes idées, puis je vais pas te juger en fonction de ce que je vois en avant de moi, tu sais. Comme, comment tu le définis, puis quand tu dis comme ça commence par ça, comme, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je pense qu'à la base, c'est dans le fond d'accorder de la valeur aux personnes avec qui tu travailles. Fait que, si moi, je suis un entraîneur, ben, si je valorise les athlètes, les gens avec qui je travaille, ben, normalement, je vais agir de la meilleure manière avec eux. Puis t'as raison, là, tu sais, pour certains, un texto avec pas de bonhomme sourire, c'est un manque de respect, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, qu'est-ce qui est comme une manifestation de respect ou non? Beaucoup de monde. Je veux pas rentrer là-dedans. T'as raison, ça peut devenir complexe. Mais quand je parle de respect, c'est plus est-ce que, tu sais, je valorise les gens avec qui je travaille, puis je considère que ce qu'ils ont à dire, c'est important. Puis qu'ils ont une place importante dans l'équipe ou dans l'organisation. Puis si je valorise ça, ça veut pas dire que mes actions vont toujours être parfaites, puis qu'effectivement, je vais pas faire des faux pas ou je vais pas dire quelque chose qui va te heurter. Mais si je valorise, ben, je veux que tu viennes me le dire si c'est arrivé, puis je suis prêt à trouver une manière qu'on va travailler ensemble qui va être plus efficace. Fait que t'as raison. Tu sais, c'est avec la nuance, c'est peut-être pas le bon mot. En fait, je respecte les gens avec qui je travaille dans le sens où je les valorise, puis j'ai une considération pour leur valeur autant que la mienne, tu sais. Puis en fait, c'est pas tant que j'étais pas d'accord avec le mot, c'est que je pense qu'il faut des fois donner un sens parce que si on donne un mot à quelqu'un, ça peut prendre différentes manifestations dans leur esprit, tu sais. Puis ce que tu me dis là, ça me fait penser à, tu sais, comme si t'es un coach, s'il vous plaît, puis là, je me base sur 2 conversations avec des personnes dans le milieu de la psychologie qui travaillent, puis c'est comme, tu sais, si t'es un coach, puis que t'as des personnes qui prennent le temps de s'investir dans ton programme et ou qui veulent t'aider, puis que pour X raisons, là, comme tu peux pas leur répondre, tu peux pas les intégrer dans ta pratique, donne-leur signe de vie. Ça, pour moi, c'est une forme de respect. Tu sais, j'ai une personne de gros calibre qui était prête à aider un programme, puis le coach, il donnait juste pas de nouvelles, tu sais. Puis mon point avec ça, c'est comme, tu sais, un signe de respect, puis c'est correct, tu as tes enjeux. Tu as la gestion familiale à faire, c'est pas le temps de travailler sur ce sujet X-là, c'est pas le temps de faire ça. Ça arrive. Juste donner un signe de vie, tu sais, de pas ghoster la personne. Pour moi, ça, c'est une forme de respect. Puis dire que tu valorises la personne, puis c'est pas comme, OK, moi, j'ai mon programme de haut calibre, puis ben comme, t'es chanceux de m'envoyer un courriel, fait que tu sais, je te laisse un petit peu à la remorque, puis je vais donner une nouvelle quand ça donne à moi. C'est comme, tu sais, il y a une façon d'établir ça. Puis le premier point que tu amènes, tu sais, moi, je trouve ça tellement important quand tu disais, faut que le soutien matche les exigences. Tu sais, c'est comme, si tu veux aller chercher une médaille d'or, ben, c'est un choix qu'il faut que tu fasses aussi en tant qu'entraîneur, en tant qu'athlète, en tant que personne, mais en fait, en tant que personne qui encadre un athlète, parce que faut que le soutien il matche. Fait que c'est comme, tu sais, si t'as des attentes, puis ça va m'en faire, mettons, avec mes enfants, puis avec ton enfant aussi, c'est comme, ben, si je veux qu'il y ait des A+ dans tous leurs cours,
Puis après ça, je dis, ben, comme, arrange-toi, fais tes devoirs. Ben, à un moment donné, c'est comme, je suis en train de fournir le soutien qui matche les attentes. Puis c'est là que, des fois, je pense qu'on a des environnements toxiques qui vont se créer dans le sport, où est-ce que c'est comme, on s'attend que les gens gagnent la médaille d'or, mais après ça, on veut pas prendre les moyens et ou offrir le soutien qui est concorde avec ça aussi dans notre environnement, tu sais. Fait que ça. Mais en fait, ça me fait penser à une question que j'avais pas pensé, tu sais. Puis je me dis, quand est-ce que le soutien est too much? Tu sais, quand est-ce que ça devient trop? Puis tu dis, OK, oui, je veux gagner la médaille d'or, il faut que je soutienne mon athlète. Mais des fois, je me dis, puis autant on parle pas tant de ces entraîneurs-là dans la communauté en ce moment, on parle plus de ceux-là qui offrent pas assez de soutien, qui créent un environnement toxique à cause de ça. Mais tu sais, à un moment donné, il y a des coachs que je connais, puis tu sais, j'ai tellement de respect pour les entraîneurs, les heures qu'ils mettent, le temps de réflexion qu'ils vont juste mettre, puis tu sais, ils sont en train de conduire, ils prennent leur douche, ils mangent, c'est tout le temps ça qui spinne dans leur tête, tu sais. Mais quand est-ce que c'est rendu un peu too much? Ben, tu sais, c'est peut-être la nuance quand l'entraîneur, justement, il fait comme tous les efforts à la place de l'athlète. Fait que c'est peut-être quand les exigences baissent puis que le soutien est haut, on n'est pas à une meilleure place que quand il n'y a pas de soutien puis de très hautes exigences. Finalement, tu sais, on rend pas service à l'athlète quand on fait tout à sa place puis que nos exigences sont pas élevées. Fait que je pense que ça peut être un signe qu'on en fait trop, tu sais, si on voit que on remorque là plutôt qu'on travaille ensemble, peut-être c'est signe que nos exigences ne matchent pas, encore une fois, le soutien, tu sais. Donc, ça, je pense que c'est peut-être une des pistes. Tu sais, je pense que les entraîneurs, puis en même temps, là, ça revient un peu aux compétences de leadership, tu sais, la capacité aussi à établir clairement nos limites puis être capable de les communiquer, c'est super important, tu sais. Puis le faire en amont, tu sais, parce que tu parlais de l'entraîneur qui donnait pas de nouvelles, ben si c'est clair puis c'est communiqué dès le départ avec l'équipe que, tu sais, voici, moi, mes limites personnelles. Tu sais, quand il y a une clarité, pas clarité, là, c'est un anglicisme, mais quand il y a quand c'est clair, quand c'est communiqué, quand c'est connu, quand c'est assumé, c'est tellement plus facile, tu sais, c'est tellement, ça travaille mieux. Donc, d'être capable de vraiment bien les connaître, nos limites personnelles, puis d'être vraiment capable de les communiquer puis de les établir à l'avance. On sauve bien du trouble dans ce temps-là parce que on se sent pas obligé ou on se sent pas coupable. On l'a dit, c'était clair, la manière de communiquer, les moments pour communiquer. Quand il y a un cadre, tu sais, quand on est un coach, ben, ça prend un cadre. Mais c'est pas suffisant d'avoir le cadre. Il faut aussi bien l'expliquer, puis il faut le suivre, le cadre, je pense. Dans le militaire, il dirait clarifier les règles d'engagement. Tu sais, je pense que c'est ça que ça veut dire. C'est comme, hey, on est pour avoir une collaboration professionnelle, comme clarifier les règles d'engagement. Puis j'en passe ça au coach, c'est comme, ça, c'est une des premières choses que tu devrais faire avec, quand tu prends en charge un groupe, c'est comme, voici les attentes, voici ça. Puis je vais tenter à essayer de donner comme une formulation un peu au principe que tu disais, tu sais, sur le soutien, puis de comme prendre la place de l'athlète. Tu sais, si je reviens à l'analogie un peu avec nos enfants, c'est comme, aide ton enfant à faire ses devoirs, mais fais pas ses devoirs. Exact. Tu sais, c'est ça que c'est, là. Oui, c'est ça. C'est exactement l'analogie que j'aurais aimé pouvoir nommer au moment où tu m'as posé la question, mais oui, tout à fait. Et puis, ça revient à, c'est ça. Ouais. L'idéal, c'est d'avoir des attentes élevées puis d'avoir un soutien élevé qui l'accompagne, mais qui valorise l'autonomie, l'indépendance des personnalités du travail. C'est bien correct. C'est de la co-création. Moi, c'est ce que j'aime le plus. Tu sais, toutes les conversations comme du podcast, c'est ça que c'est, là. C'est comme, tu as des personnes expertes qui sont des sommités dans le domaine comme toi en psychologie sportive, puis là comme tu as des conversations, puis là à travers les conversations comme tu co-crées finalement des réalisations, des principes directeurs, des trucs, des astuces qui vont être utiles dans le futur, puis c'est ça une des belles richesses je pense de chacune de ces conversations-là, puis que des fois un peu en lien avec la notion de respect, on devrait prendre un peu plus le temps d'en avoir, puis des fois, en tant que prof, on en a, dans nos labos avec nos collègues ou autour des conférences, que des fois, c'est comme, tu prends un verre de vin, t'es bien chill au bar, puis là, tu jases, puis là, tu commences à spitballer des affaires dans 1000 directions, puis là, tu co-crées, puis t'es comme, ah oui, tu sais, c'est une bonne idée. Mais je pense que c'est un peu la magie de l'apprentissage social puis de la collaboration un peu avec les gens. Ça fait déjà un bon bout qu'on se parle, Véronique. C'est super intéressant, comme on pourrait l'approfondir. Moi, j'ai des questions éclairs qui s'en viennent, tout le monde s'y attend, mais il y a une question que je m'en voudrais de ne pas prendre au moins la peine de te poser, qui sort un peu de ce qu'on discute, fait que ça, j'aime moins ça parce que c'est moins naturel comme séquence de conversation, mais
En préparation, tu sais, comme j'aime tout le temps parler à des gens qui sont inspirés un peu par le travail, comme des personnes que j'invite. Puis il y a une collègue, justement, psychologue clinicienne, qui veut partir un peu plus de la psychologie régulière, ça commence à approfondir, tu sais, beaucoup la psychologie sportive avec des athlètes. Elle-même, cette personne-là, elle a un background d'athlète. Puis elle était vraiment curieuse de dire, tu sais, avec tous les travaux que tu as faits sur le self-talk, tu sais, le discours interne, je pense que c'est comme le début de ta carrière, c'est vraiment les assises du début de ta carrière, si je me trompe pas. Tu sais, comme ça peut être même dans le cadre des Jeux paralympiques, comment est-ce que tu recommanderais une personne qui veut aider des athlètes justement à développer leur discours interne, comme tu les encouragerais à commencer par où pour aider les athlètes à développer ça, tu sais? Puis là, je m'en veux de te poser une question sur laquelle tu fais des présentations littéralement d'1 heure et demie. On invite les gens à t'écrire et à te demander des conférences si c'est le cas. Mais brièvement, comment tu encouragerais cette personne-là à travailler avec les athlètes pour les aider justement à développer leur discours interne? Il va falloir que tu me réinvites là, pour un podcast, réuni pour parler de la question. Okay, écoute, je vais te résumer, mais je dois te résumer ça rapidement. Écoute, je te dirais que, puis je viens de sortir un chapitre de livre sur le sujet, si tu veux, je te l'enverrai. Mais, on va le mettre en référence en dessous de la description de l'épisode. Quand on pense au self-talk, on pense beaucoup à essayer de contrôler nos pensées, avoir la pensée positive, avoir le bon mindset, avoir les bonnes pensées, avoir confiance en soi. Je te dirais que tout ça, c'est à mettre de côté. Oh! Parce que ce qui arrive, je vais te faire une analogie, c'est que si t'es un athlète, puis que, par exemple, imaginons que plutôt t'es un conducteur d'autobus, puis tu dois te rendre du point A au point B. Et là, dans ton autobus, ben, il va y avoir des gens qui vont entrer et sortir. Puis des fois, il va y avoir des gens plus agréables qui vont rentrer, puis d'autres fois, des gens moins agréables qui vont rentrer. Et là, ça devient facile de focusser sur ce qui est dérangeant, hein, puis d'essayer peut-être de faire en sorte que ces passagers-là vont sortir plus tôt de ton autobus ou peut-être qu'ils arrêtent de parler fort parce que ça te dérange. Mais pendant que tu fais ça, ben, t'es pas concentré à conduire ton autobus puis te rendre au point B. Mm-hmm. Donc, quand on parle de discours interne, en fait, peu importe qu'est-ce que tu dis dans ta tête, c'est pas ça qui est important nécessairement parce qu'on en a tous des doutes, on en a tous des inquiétudes, on en a toutes des pensées et des émotions inconfortables, désagréables par moment. C'est normal, tu sais, on est des êtres humains. Donc, c'est pas d'avoir la pensée positive qui est importante, mais plus d'accepter qu'il va y avoir des doutes, des inquiétudes, mais qu'on a la capacité de refocuser sur ce qui est important. Mais pour ça, pour avoir une idée claire de ce qui est important pour nous, fait qu'il y a un petit travail de penser à pourquoi je fais les choses, puis qu'est-ce qui est important pour moi, puis avoir une idée claire de ses objectifs. Mm-hmm. Mais bon, vous lirez le chapitre pour en avoir une idée plus claire. Parce que c'est un peu différent d'une vision plus traditionnelle qu'on avait où on allait vraiment challenger le contenu des pensées puis essayer que les athlètes aient la pensée magique, positive. Mais tout ça, c'est contre-productif parce que pendant que l'athlète essaie de contrôler ses pensées, il dépense beaucoup, beaucoup d'énergie puis de ressources. Alors que l'important, c'est de refocuser sur ce qui est important, sur les actions qu'on fait. Ouais. Je te suis. Puis, regarde, on va mettre le chapitre en référence en dessous de la description de l'épisode de 1. De 2, je pense qu'il y a même un webinaire qui est disponible en ligne dans lequel tu es la vedette. Donc, on pourra le mettre en référence également. Ou du moins, ça va être dans l'infolette. Fait qu'on va prendre toutes les ressources puis on va les rediriger parce que le but, justement, comme je te disais en pré-conversation, j'aime pas ça dire pré-entrevue, mais c'est comme le but, c'est de faire rayonner un peu l'expertise qu'il y a dans la francophonie. Puis, à chaque épisode, je me rends compte qu'il y en a de plus en plus ou qu'il y en a qu'on n'était juste pas conscient. Ceci étant dit, comme j'ai 2 comme questions éclairs pour toi, le but, c'est un peu à connaître ta saveur personnelle puis laisser les gens avec une réflexion pour les prochaines semaines. Si tu fais retourner en arrière puis te donner un conseil à toi-même quand tu avais 22 ans, ce serait quoi? Je pense que le conseil le plus prioritaire que je me donnerais, c'est prends ton temps. Tu sais, j'ai l'impression qu'on est tellement pressé de réussir puis d'atteindre la prochaine étape puis d'avoir du succès qu'on oublie que ce qu'on fait dans le moment, c'est important puis qu'il faut que ce soit satisfaisant, ce qu'on fait dans le moment. Mm. Fait que, tu sais, ça revient à, tu sais, apprécier le processus puis comme, tu sais, parce que j'ai l'impression que il y a plusieurs moments manqués comme ça où j'étais pas dans le moment présent puis j'étais juste en train de courir après la prochaine étape puis j'ai pas pris le temps de profiter de plusieurs de ces expériences-là qui, aujourd'hui, avec du recul, tu sais, sont vraiment importantes pour moi. Là. C'est ça, intéressant. C'est des fois on coche puis on se dit what's next puis on devrait juste faire comme exact. Hey, c'est génial ce qui vient de se passer. Là. Ouais, fait que prends ton temps.
Je me le dis encore souvent. Puis, on prend ça en note. Puis, si tu peux mettre une citation sur un Jumbotron dans un aréna ou comme au bas du Mont-Sainte-Anne, il y a une grosse pancarte, comme, ce serait quoi la citation que tu devrais mettre sur la grosse pancarte? Puis, qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent? Ouais. Ben, tu sais, en anglais, ça serait comme la confiance est overrated. Moi, c'est vraiment ça que j'aimerais. En français, on pourrait dire, ben, attends pas d'être confiant pour être courageux. Parce que je pense que, pour revenir un petit peu à ce qu'on parlait à propos du self-talk, on dit beaucoup aux athlètes, en fait, les athlètes, les modèles qu'ils ont là, de réussite, ça a l'air d'être du monde qui excelle sur la scène nationale, puis ils ont l'air donc bien confiants, puis ils n'ont pas l'air de se préoccuper de rien. Mais dans les faits, tout le monde tout le monde a des doutes, tout le monde a des inquiétudes, puis même le meilleur athlète au monde qui s'enligne pour sa meilleure performance, il y en a des doutes. Fait que, si on arrivait chacun à comprendre que c'est normal, plus c'est important, plus il y en a des doutes, plus il y en a des inquiétudes. C'est pas grave. Fait qu'il faut pas attendre de se sentir confiant pour se mettre en action. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça que je parle aussi du courage. Si on arrivait, puis je trouve que c'est peut-être pas assez dans notre discours. Là, on parle beaucoup de la confiance en soi, mais est-ce qu'on parle du courage? Mm-hmm. Moi, on dirait, là, j'ai une enfant de 2 ans et demi, puis c'est drôle souvent avec... c'est ce qu'on lui dit, parce que elle nous dit qu'elle a peur, puis on dit « Mais non, tu es courageuse. » Ouais. Là, elle a commencé à dire ça, elle aussi. Moi, je suis courageuse, puis on dirait que je trouve que c'est une vision alternative qui fait que même si tu as des doutes et des inquiétudes, tu peux foncer quand même. Ouais. Ouais, cool. Il y a un de mes coachs qui m'avait dit là, en secondaire 1, un de mes premiers coachs, il dit courage, c'est pas de pas avoir peur, c'est d'y aller quand même quand t'as peur. Tu sais. Exact. Puis des fois, sur un kick-off au football universitaire, tu sais, c'est ça que c'est. C'est ça que c'est exactement. Hey, Véronique, merci de ce partage-là. Ça finit vraiment en beauté et en douceur. J'apprécie beaucoup. Avant qu'on ferme les micros, qu'on mette fin à la conversation, comment est-ce que si les gens ont des questions, justement, ils veulent t'entendre parler de ça, comment est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? Oui, ben ils peuvent me rejoindre par mon adresse courriel à l'Université de Sherbrooke. Sinon, j'ai aussi ma page LinkedIn aussi sur laquelle ils peuvent s'abonner puis m'écrire un courriel. Et au niveau des recherches, ben ResearchGate, c'est toujours une plateforme. En tout cas, il faut que je la mette à jour. Là. Je suis pas la meilleure, honnêtement, là, sur les médias sociaux. Donc, courriel, je dirais que c'est la meilleure façon de me rejoindre actuellement. Parfait. Donc, on le voit par courriel. On va mettre ça dans la description de l'épisode. Merci beaucoup, Véronique, pour ton temps. Merci beaucoup pour tes réflexions co-créatives autour de l'encadrement psychologique dans un milieu de haute performance et même jusqu'à 8-12 ans en lien avec ton background de coaching. Là-dessus, tout le monde, je vous dis merci d'avoir été avec moi pour un autre épisode de Temps d'arrêt et on se dit à la prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute de ma conversation avec notre invité aujourd'hui lors de Temps d'arrêt. Et j'ai 2 petits messages pour toi avant que tu quittes. 1, je tiens à remercier l'Université du Québec en Outaouais pour rendre tout ça possible. Deuxièmement, à tous les auditrices et les auditeurs, j'ai un petit rappel avant votre prochaine pratique ou votre prochain projet. Est-ce que vous voudriez recevoir une fois par mois une petite réflexion de ma part par courriel qui inclut les épisodes de Temps d'arrêt ainsi que quelques petits trucs et astuces pour le coaching en partant de la science du sport? Est-ce que tu aimes ça? Challenger tes idées. Bien, si oui, je t'invite à t'inscrire à l'infolettre de Temps d'arrêt avec Coach Frank, dans laquelle je vais te partager les derniers épisodes de la balado, les dernières idées que j'ai explorées dans ma recherche et les dernières actualités qui sont pertinentes en lien avec le coaching. Je résume tout ça dans un petit courriel qui va arriver dans ta boîte une fois par mois. Puis si tu veux recevoir ça, visite le site coachfrankphd.com dans un mot ou un de nos médias sociaux et ça va me faire plaisir de t'envoyer ça. Le but, c'est de vous aider et de vous challenger dans vos idées. Autrement, je te dis merci d'être avec moi dans l'aventure de Temps d'arrêt et je te dis à la prochaine.